Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau webinaire sur la place de l'exploration dans le management et puis ses impacts évidemment. Merci à tous d'être présents et de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles à nous suivre sur notre chaîne. Pour répondre à cette question aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas Ngo, qui est explorateur et coach. Bonjour Nicolas. Bonjour Serge, merci Comment de vas-tu? m'accueillir. Eh ben, Je t'en écoute, prie. ça va très bien, je te remercie. Et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Oui, bien entendu, je peux me présenter en quelques mots rapidement. Alors pour le faire très brièvement, je suis explorateur et coach professionnel. J'ai participé à une série d'expéditions dans 3 des milieux les plus extrêmes de la planète, une expédition qui s'appelle Deep Climate. L'enjeu, c'était d'étudier les capacités d'adaptation humaines face au changement climatique et notamment au climat du futur qui nous attend demain. Et donc, on est parti avec une équipe de 20 personnes, 10 femmes et 10 hommes, dans 3 milieux successivement, en autonomie, sans assistance et sans moyens motorisés, pour réaliser des traversées. Le premier milieu, c'était la forêt équatoriale amazonienne. Le deuxième milieu, c'était la Laponie, tout au nord de la Finlande. Et on a terminé par le désert du Nefoud, en Arabie Saoudite. Et c'est là d'ailleurs où a été prise la photo qui est en fond d'écran en ce moment. Voilà, que dire de plus que c'était une expérience extrêmement transformante, évidemment, et que en rentrant, j'en ai tiré un ouvrage qui s'appelle Comment faire de sa vie une aventure, qui vient d'être publié. Et j'ai aussi la joie d'avoir été admis tout récemment à la Société des explorateurs français. Bravo. Voilà, merci. Bravo, ça fait rêver. Euh, Super, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Serge Motton, je suis coach d'organisation et directeur de Changeable, fondateur et directeur de Changeable. Un coach d'organisation, c'est celui qui imagine comment la stratégie, comment on change dans une entreprise et surtout par quels moyens, quels leviers on va aller mettre en place en fonction de ceux qui existent déjà dans l'entreprise et ceux qu'il faut peut-être apporter. Voilà, donc c'est ce que je fais et puis on verra tout à l'heure avec une équipe dont Nicolas. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui nous donne un peu autorité à parler de ce sujet, de l'engagement, de l'exploration et du management et de faire le lien entre les trois? Rapidement, pour vous présenter qui est Changeable, il ne vous aura pas échappé qu'on parle beaucoup de sens de l'engagement, de sens de la performance, et en creux de la crise de sens, évidemment, une désorientation qui est vécue par bon nombre de personnes, y compris d'ailleurs des dirigeants. Et dans le même temps, il faut mettre en place des stratégies, des nouvelles stratégies d'opération, des produits qui sont RSE by design, et ça en imaginant en même temps un futur qui soit souhaitable, responsable d'un point de vue sociétal, environnemental, etc. Et on voit aujourd'hui également la coexistence de plusieurs cultures, du fait des générations ou des origines des collaborateurs. À ça s'ajoutent des sujets technologiques, on va dire, avec l'IA générative, on en parle beaucoup en ce moment, qui pose un certain nombre de questions et puis remplace également un certain nombre de jobs. Il y a des enjeux géopolitiques, de globalisation, etc. Et, bref, tout cela, finalement, ça engendre des besoins de changer et même des besoins de changer en continu et de s'adapter en continu pour les organisations, ce qui était moins le cas, on va dire, il y a encore quelques années et au siècle dernier, où la plupart ont été fondées. Et donc, de développer, finalement, ça veut dire développer sa capacité à changer individuellement et puis collectivement, et puis d'innover, de créer du service, et puis de la satisfaction client, etc. Voilà, et on est donc dans ce qu'on appelle un monde complexe, hyper concurrentiel, où le rapport au travail évolue et puis est assez hétérogène. Et donc, sans surprise, le taylorisme ici accommode assez mal, et il s'agit donc de créer une ou des nouvelles cultures de travail, de management, sur la base de la collaboration. Et donc, c'est sur cette question centrale, comment finalement on va collaborer dans cette nouvelle culture, quelle est cette nouvelle culture et comment collaborer dans cette nouvelle culture que Changeable intervient avec ses clients. Alors pour cela, finalement, nous, notre ambition, c'est d'être un peu le joker pour déployer ces nouvelles modalités de performance au XXIe siècle avec quatre jokers. Un sujet qui est plutôt collaboration, comment on crée de la collaboration. Un autre qui est plutôt sur la culture d'entreprise et culture managériale particulièrement. Un autre sur le leadership et puis d'autres évidemment sur les projets de changement puisque c'est des projets qui doivent se piloter, se concevoir déjà et se piloter ensuite de manière vraiment particulière. Et puis Changeable, c'est
voilà, une communauté d'environ 40 membres. On adresse des entreprises qui vont de toutes petites start-up, 3 salariés, jusqu'à des boîtes qui font plus de 10 000 collaborateurs. L'année dernière, on a accompagné à peu près 200 équipes, et puis on a 12 années d'expérience. Voilà. Et puis je vous ai mis quelques références en bas de clients avec qui on travaille cette année, ou on a travaillé les années précédentes. Alors, pourquoi parler de l'exploration ? Finalement, dans chaque entreprise, on a cette questionnement de dire je dois optimiser la création de valeur avec les solutions qui sont existantes, et puis je dois créer de nouvelles sources de valeur. Et finalement, ça crée une espèce de dilemme, enfin c'est un dilemme, puisque dans le premier cas, on est plutôt dans l'exploitation de ce qui se fait déjà et de l'optimisation. Et puis dans le deuxième cas, on est vraiment dans l'exploration. Qu'est-ce qui pourrait marcher demain ? Quelle solution, quel service pourrait apporter de la valeur finalement à mes usagers, à mes clients ou à mes parties prenantes ? Et alors c'est un dilemme qui est assez connu. Il y a notamment un article qui était assez intéressant de Christensen qui parlait des entreprises qui fabriquaient des disquettes dans les années 90 et qui illustrait parfaitement en fait ce dilemme. Et donc voilà, les entreprises sont dans ce dilemme et finalement on engage un certain nombre d'actions et qui sont parfois contre-productives. Alors c'est ce qu'on va regarder un petit peu en détail maintenant. On a parlé du changement continu, du besoin en tout cas nécessaire de changement continu, d'innovation de produits. On arrive à des fins de cycle dans beaucoup d'industries et donc où elles doivent se réinventer. Il y a la lassitude également d'un certain nombre de personnes, de générations ou pas dans les entreprises et qui attendent du coup autre chose. Il y a cette crise de sens dont je parlais il y a un instant, modification des attentes et des besoins qui sont fréquentes. Et donc qui cherche ce besoin d'innover, et donc qui cherche à nous faire exprimer ce besoin d'exploration, ce savoir-faire d'exploration. Et ce qui va donc renforcer le dilemme, puisque en même temps on dit oui mais attendez, il faut vraiment qu'on soit impeccable, qu'on pilote nos coûts, qu'on soit très bon sur la satisfaction client, qu'on ne perde pas des clients, etc. De toute façon, si on ne le fait pas, nos concurrents potentiellement, que ce soit public ou privé d'ailleurs, vont prendre la place. Donc, nous, ce qu'on observe face à ça, c'est qu'il y a une espèce d'étouffement de l'exploration par l'exploitation. Et puis, deuxième chose, c'est que le management, on le voit bien, est de plus en plus réceptif finalement à cette exploration, mais se demande comment faire. On nous appelle souvent en nous disant, mais tiens, mais en fait, comment je peux faire ? Et si je fais ça, etc. Mais oui, mais du coup, je peux pas. Enfin bon, voilà. Réceptif, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis, il y a la question également des collaborateurs qui se disent, alors j'ai mis craintif, en effet, il y en a même qui se demandent si c'est leur job, en fait, de travailler également sur la question de l'exploration. Et si ça fait partie de leur fiche de poste. Et donc, avec des conséquences sur la question du désengagement, etc. Alors, du coup, comment redonner la place à l'exploration et l'entretenir ? C'est finalement, je pense, un des enjeux qui est important pour les entreprises à adresser aujourd'hui, au comité de direction ou même dans les équipes, dans vos équipes de collaborateurs. Alors, quelques remarques nécessairement. La première, c'est que l'innovation, elle germe en effet dans un environnement expérientiel, mais cependant, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre de créer un lab d'innovation, comme on le voit dans un certain nombre de grandes entreprises, ou une filiale, carrément, ou des services dédiés. Et donc, il y a des entreprises pour lesquelles les personnes doivent à la fois gérer l'exploitation et l'exploration. Et ça nous amène du coup à d'autres remarques sur la partie humaine. C'est on n'est pas tous ambidextres. Et donc, cela peut être perçu comme une injonction contradictoire, et ça l'est de toute manière, car même pour un ambidextre, finalement, c'est difficile de chercher, de travailler l'exploitation hors cadre, finalement, particulier. Pour les personnes qui le sont, c'est difficile de switcher de l'un à l'autre. Ça demande un exercice, c'est presque schizophrénique, j'ai envie de dire, de le faire. Donc, c'est quand même assez compliqué. Ça demande des efforts. Et puis, un autre point qui est important, c'est que l'exploration, finalement, elle consomme de l'engagement, mais elle va aussi en créer énormément. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On
peut faire un petit rappel là-dessus, hein, c'est que nous n'avons aucune prise sur l'engagement, aucune prise directe sur l'engagement. En revanche, on peut créer les conditions pour que émerge chez les personnes, chez nos collaborateurs, notamment, l'engagement. Mais je n'ai pas de moyens directs. Hein, et ça, c'est vraiment un point très important parce que toutes les solutions qui sont de l'ordre transactionnel, hein, qui consistent à dire bah, je te donne ça et donc en échange de ça, tu vas être engagé, ça ne marche pas. Hein, ça ne marche pas. Ça a une durée de vie extrêmement courte. Alors, voilà, s'il y a des questions sur ce sujet, n'hésitez pas dans le chat à les poser. Maintenant qu'on fasse un petit point là-dessus, parce que c'est fondamental de comprendre cet aspect-là. Si ça l'est, ben, n'hésitez pas à l'écrire aussi dans le chat pour nous dire que c'est une notion qui est totalement claire pour vous. Merci d'avance. Ben, je vois personne dans le chat là, qui nous écrit. Hein. Alors, n'hésitez pas à répondre à cette question parce que c'est vraiment pivot pour comprendre la suite. Alors, si on cherche à construire l'ambidextérité, c'est un mot qui est dans le dictionnaire, mais pas beaucoup utilisé. Il y a finalement plusieurs réponses qu'on peut apporter. La première, c'est une réponse organisationnelle. J'abordais il y a un instant. Selon si on considère, si on a une vision d'un continuum entre l'exploitation et l'exploration, ou au contraire une vision séparée, on va décider de créer des structures. Alors, ça peut être un lab, donc un département, ou une société, ou une équipe dédiée, etc., pour traiter, on va dire, des sujets plutôt d'exploration, ou non. Il y a un autre élément également organisationnel, et ça je pense que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entre vous ont certainement commencé à faire cet exercice, c'est de réduire les pyramides hein, et de pouvoir redescendre à un niveau le plus proche du marché, le plus proche des clients, le pouvoir de décision, le pouvoir d'engagement, le pouvoir de réaction, d'orientation. Les niveaux supérieurs étant plutôt focalisés sur la création ou la construction d'une vision stratégique hein, et l'évaluation de la performance. Il y a un deuxième aspect qui est le système de contrôle. Bon, ça, c'est un peu une porte ouverte, enfin une évidence. On ne contrôle pas de l'exploration de la même manière que l'exploitation. Si vous mesurez la performance d'une réunion, qui est plutôt une réunion exploratoire, au nombre d'idées qui auront été produites, au nombre d'idées valables qui ont été produites dans une réunion de 2 heures, dans une équipe plutôt exploration, en fait, c'est absolument pas le bon indicateur. Vous allez plutôt démotiver tout le monde et créer de l'insatisfaction et du désengagement. Donc, c'est d'autres indicateurs, c'est d'autres façons de manager. Et puis, il y a une réponse culturelle, culture managériale en tête, à réinventer hein, ou à changer, à minima. Avec la prise de décision, j'en parlais, au plus près du business, la compréhension des enjeux qui doit être essentielle finalement à tous les niveaux et notamment au niveau le plus bas hein, de l'organisation. Un mindset également qui est installé, qui est fondamental, parce qu'on ne pense pas de la même manière et on n'agit pas de la même manière si on est dans l'exploitation ou l'exploration. Et donc ça va passer notamment par la responsabilisation, mais pas que. Et ça passe aussi sur une culture qui est fondée sur la prise de risque et l'autonomie, hein, c'est ça qui est vraiment clé. Et puis également un certain nombre d'aspects qu'on va développer, qualité interpersonnelle, tension, etc. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Je ne sais pas s'il y en a. Il n'y en a pas. Bah, écoutez, on poursuit. Et on va regarder si moyen de pouvoir construire cette ambidextérité avec la première, qui est la qualité d'être ensemble. Alors Nicolas, toi qui as en équipe travaillé sur cette phase d'exploration, c'était un peu extrême, mais néanmoins c'est intéressant de faire le parallèle. Est-ce que tu as un exemple finalement de comment vous avez pu créer cette qualité d'être ensemble ou entretenir cette qualité d'être ensemble? Oui, peut-être pour les quelques personnes qui nous ont rejoints en cours de route après que je me sois présenté, effectivement, donc c'était série d'expéditions en milieu extrême. Elle s'est déroulée sur 9 mois, en fait, 40 jours dans chacun des milieux successifs en autonomie et sans assistance, séparés par un retour à Paris pendant un mois pour faire les tests scientifiques. Mais en fait, en amont de cette préparation, il y a eu 2 ans de sélection et 4 ans de préparation. Donc, c'est une aventure qui aura duré 7 ans au total, dont, d'une certaine manière, plusieurs années de team building et de construction du collectif qui s'est créé. Et donc, au cours de ces années de préparation, finalement, on a eu l'occasion aussi de créer des expériences partagées
pour, comme on dit, sortir de notre zone de confort et en fait, en quelque sorte, simuler ce qui allait éventuellement pouvoir nous attendre sur le terrain. Par exemple, il y a des expéditions, hein, il y a plusieurs exemples où l'équipe a perdu sa nourriture, par exemple. Donc, comment on fait dans ce genre de situation? Et donc, je me souviens en particulier d'un week-end en mode survie où finalement on a été privé de sommeil, de nourriture pour voir comment l'équipe réagit. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces circonstances-là, on crée une qualité de lien qui est très particulière, alors, et dont on se souvient parce qu'elle est ancrée dans notre expérience, dans notre corps, j'ai envie de dire, plus que dans notre esprit. Et puis le sens, c'est de se découvrir qu'on est capable de mobiliser des ressources dont on ignorait être compétent. Et ça, c'est vraiment très précieux pour la confiance en soi, savoir que parfois, au bout de l'épuisement physique, on peut déverrouiller un certain nombre de capacités. Et ce que cette façon de voir les choses sur le terrain, en fait, je suis assez convaincu qu'on peut la transposer dans l'entreprise, dans des conditions certes moins extrêmes, mais savoir qu'en réalité, quand on se met justement en mouvement, et ben, on peut déployer des choses qu'on ne pensait pas être capable. Donc, c'est une belle qualité d'être ensemble. Ouais, moi, ce que j'entends, c'est cette privation de confort. Alors, évidemment, on va pas aller aussi loin dans des équipes pro, mais quand on travaille sur la question de l'inconfort, hein, et qu'on met les personnes dans des situations d'inconfort, finalement, elle crée une qualité de lien qui est assez intéressante. Hein, et évidemment, ça va de pair avec un travail sur la communication. Donc, ce qu'on fait également, c'est beaucoup de travailler sur la question de la communication. Comment on communique de manière authentique les uns avec les autres, qui va de facto créer de la confiance, créer de la possibilité de développer des liens et des connaissances et une capacité à collaborer finalement plus approfondie. Et j'ai envie de dire, pour compléter ce que tu dis sur la notion de confort, Serge, c'est que quelque part, c'est aussi apprendre à trouver du confort dans l'inconfort collectivement, qui est extrêmement vertueux pour les collectifs, qu'ils soient sur le terrain ou en entreprise. Et notamment quand on a été habitué à un travail plutôt en mode exploitation, se retrouver en mode exploration, c'est évidemment extrêmement inconfortable puisqu'on a plein de repères qui disparaissent. Et des repères pour évaluer sa propre reconnaissance, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, etc. Et donc la qualité de relation est extrêmement importante pour pouvoir nous valider finalement ces éléments-là et nous permettre de continuer l'aventure d'exploration. Donc c'est un élément qui est extrêmement important, qui est le premier, c'est pour ça qu'on en parle. Deuxième élément, c'est la relation à l'échec et à la reconnaissance. Explorer, c'est de facto se mettre en situation potentielle d'échouer. Et si on n'est pas clair avec l'échec, si on n'accepte pas l'échec, si on n'est pas à l'aise avec cela, finalement, ça provoque des situations qui peuvent être délicates. Bon, alors j'imagine que vous avez travaillé également sur ces aspects-là, Nicolas. Oui, j'ai envie de commencer par une forme de tautologie, c'est en ratant qu'on finit par réussir. Et donc, il y a aussi toute une posture mentale à acquérir sur le fait d'arrêter la stigmatisation de l'échec. Voilà, en France, on est un peu les champions de ça. C'est aussi lié à un système éducatif qui pointe les erreurs plutôt que les réussites. Et je pense qu'en réalité, il faut sans doute valoriser aussi parfois certaines histoires d'échecs. On parle souvent des success stories, mais il y a aussi les failure stories, donc les histoires finalement qui racontent des échecs dont nous pouvons en fait tirer des enseignements. Et c'est souvent de là dont on tire les enseignements les plus riches. Donc concrètement, nous, on s'est tous préparés à être en souffrance et à être en échec sur le terrain. Je vous donne un exemple très précis et concret. Quand on était en Laponie, donc il faut s'imaginer que la température minimale, c'était moins 35 degrés. On dormait sur des lacs gelés. La nuit, il y avait des aurores boréales. C'était magnifique. Mais par contre, dans votre congélateur, il fait moins 18. Hein, donc, quand il fait moins 35, ça veut dire qu'il fait deux fois une température qui est deux fois plus froid. Voilà. Sachant que ce n'est pas un ressenti qui est linéaire. Donc, en fait, quand il fait moins 20, on a l'impression qu'il fait déjà beaucoup plus froid que moins 18. Mais voilà, on n'a pas tous la même réaction
au froid, aux températures extrêmes. Et j'avais un certain nombre de coéquipiers, coéquipières qui se sont réveillés avec des pieds gelés le matin, donc qui étaient en souffrance. Et pourtant, c'est des gens qui sont extrêmement résilients, des gens qui étaient performants dans d'autres milieux. Et donc, d'une certaine manière, ça crée aussi de la solidarité. Ça renvoie à ce qu'on disait à l'instant sur la qualité d'être ensemble. Et le fait de pouvoir exprimer sa vulnérabilité et sa souffrance là, physique, en l'occurrence, bah, ça peut être perçu comme un échec, ou au contraire, ça peut être quelque chose qui fédère en fait un collectif et qui crée de la solidarité ou qui permet d'apprendre ensemble et de progresser ensemble. Puis j'aime bien cette citation qui dit que si vos rêves ne sont pas assez grands, c'est que si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Et j'y crois beaucoup en fait à cette histoire-là. Et du coup, ça veut dire qu'il faut se mettre un peu en dehors de notre zone de confort régulièrement. Et ça suppose d'accepter l'échec, effectivement, de temps en temps. Et il y a on le voit, nous on travaille, on a créé un atelier par exemple sur l'échec. On voit beaucoup de personnes qui ont du mal à parler d'échec, voire certaines personnes qui refusent et c'est totalement OK, hein, on offre la possibilité qui se retirent de l'atelier parce qu'elles ne peuvent pas parler d'échec. Ouais. Voilà, ça touche évidemment la question de l'identité qui est extrêmement forte, donc il faut qu'elle soit bien stable pour qu'on puisse aborder ces questions-là. Mais donc, s'engager dans une exploration, fût-elle simplement une exploration dans une entreprise pour pouvoir développer des nouveaux produits, ça demande en effet une posture un petit peu posée finalement sur cet aspect-là. Sinon, le risque évidemment, c'est de gangréner l'équipe et de la faire exploser. Et il y a le deuxième aspect qui est l'échec, c'est une façon de reconnaître un événement, hein, évidemment, d'apprécier en tout cas la qualité d'un événement. Et il y a tout un modèle de reconnaissance qui est à revoir quand on travaille sur l'exploration. Au-delà même pour l'exploitation, hein, mais notamment quand on fait de l'exploration, il faut revoir ce modèle de reconnaissance. Comment je vais valoriser les personnes? Comment les personnes vont se valoriser elles-mêmes par rapport à leurs actions. Et quand on parlait de culture managériale tout à l'heure, ça c'est un élément qui est absolument fondamental. Si vous n'êtes pas conscient et si vous ne pilotez pas votre modèle de reconnaissance dans votre entreprise, potentiellement vous excluez la possibilité d'explorer, ou en tout cas vous compliquez nettement la capacité d'exploration de notre entreprise et donc d'innover derrière. Troisième, si vous avez des questions, si on va trop vite, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas dans le chat, évidemment, à nous le faire savoir. Hein. Le troisième point, c'est la mise en mouvement, c'est-à-dire que explorer, c'est bien, mais en fait, il faut commencer. C'est le premier pas. Hein. Je ne sais pas si tu as des choses à nous dire là-dessus. Bien sûr. Je pense qu'il y a une chose que j'ai comprise tout au long de ces années de préparation de ces expéditions, c'est que si on attend d'être prêt à 100%, en fait, on part jamais. Et donc, il faut se donner quand même un certain pourcentage au-delà duquel on se sent prêt à partir. Alors, il ne s'agit pas de partir bille en tête sans avoir aucune stratégie, évidemment, hein, ça serait complètement irresponsable. Mais par contre, d'avoir une idée assez précise du cap et se faire confiance pour ajuster la route en cours de route, c'est quelque chose qui est de nature à nous engager dans le mouvement, à nous permettre finalement de ne pas rester immobile à la croisée des chemins, qui est une posture un peu qui est paralysante. Et du coup, le fait de se mettre en mouvement, ça crée aussi des opportunités. Sachant que parfois, quand on sait trop de choses et qu'on a trop de paramètres, ça devient plus compliqué de décider et que ça peut aussi nous paralyser. Donc, moi, je peux vous donner une expérience relative à ça. C'est qu'avant de commencer notre expédition en forêt amazonienne, on a été formé par le CEFE, qui est le centre d'entraînement de la forêt équatoriale, en forêt équatoriale, qui est un centre d'entraînement de l'armée de terre qui est géré par la Légion étrangère. Et donc, pendant 5 jours, on a été formés par des gens assez rudes, hein, les légionnaires, et qui forment les commandos, les forces spéciales avant leurs interventions en conditions dégradées, et notamment toute la dimension de commandement en conditions dégradées. Et bien en fait, ces personnes-là nous ont vraiment permis d'une certaine manière de prendre toute la mesure des dangers qui nous attendaient dans la forêt. Et à l'issue de ces 5 jours, je me suis dit, est-ce que c'est bien raisonnable de partir? La question, je m'étais bien sûr posée avant, mais là, avec ces savoirs supplémentaires,
qui était d'une certaine manière indispensable, c'était une source de charge mentale supplémentaire. Donc la mise en mouvement, parfois, elle nécessite une part d'inconscience, mais c'est important pour débloquer cette paralysie qui peut être tétanisante. Tout à fait. Et le système de contrôle dont on parlait tout à l'heure dans l'entreprise, si je fais le parallèle, comment je vais évaluer mes chances de réussite, quelque part, ou de réussir, évidemment, est fortement dépendant de la capacité de mise en mouvement. Donc, vous voyez que si vous ne retravaillez pas quels sont les indicateurs, finalement, que vous voulez suivre dans une activité plutôt d'exploration, vous risquez de jamais partir. Et puis, on n'a pas le temps là d'en parler, mais c'est aussi dans l'entreprise une façon de travailler particulière qu'on peut mettre en place et qui va générer du mouvement, qui va créer du mouvement et l'entretenir. Ça, on pourra revenir dessus. Il y a un élément ensuite qui est, moi j'ai mis vivre les tensions et les conflits. Je ne pense pas qu'il fasse. Alors, on peut les réguler quand c'est nécessaire. Je ne pense pas qu'il faut les éviter. Plus on les évite, et en fait, plus on va s'immobiliser. Les tensions sont source de discussions, de communication qui vont amener finalement à préciser, qui vont amener à rechercher, qui vont amener à quelque part à créer. Si on n'est pas suffisamment à l'aise, si on en a peur, si on cherche à les éviter, si c'est pas dans la culture, etc., évidemment, ça nous amène très loin. Et donc ça, il y a des démarches qu'on peut mettre en place pour pouvoir aider les équipes à travailler ces aspects-là et être plus à l'aise finalement. C'est très personnel, bien entendu, mais en équipe, il peut y avoir quelque chose qui se passe pour que les tensions puissent s'exprimer, l'authenticité puisse être là et qu'elle finalement soit source de créativité. Et ça demande du courage, Serge. Je pense que ça fait partie des choses qui sont communes aux coachs, aux managers, aux leaders et aux explorateurs. C'est que parfois, sortir de la zone de non-dit, ça demande du courage pour se permettre de communiquer et d'exprimer son cadre de référence et de le partager. Mais c'est ça qui permet de ne pas de tomber dans le conflit, justement, ou dans les non-dits, l'éloignement. Le conflit, c'est déjà un peu plus grave. Le pire, c'est l'affrontement. Moi, je suis intervenu dans des équipes où il y avait des affrontements, c'est-à-dire que les gens s'envoyaient des objets à la figure dans leur bureau. Là, on ne peut plus faire grand-chose, il est beaucoup trop tard. Évidemment, si on était intervenu au stade de la tension ou au pire au stade du conflit, oui, on peut faire des choses. Mais là, au niveau de l'affrontement, il faut séparer les parties et il faut prendre des décisions qui sont radicales, mais qui ne nous concernent pas. Nous, on peut intervenir sur les phases de tension et de conflit. Et si on peut faire en sorte d'apprendre aux équipes à pouvoir gérer leurs tensions, à pouvoir vivre leurs tensions, à pouvoir vivre leurs conflits et qu'elles les transforment en créativité, là, on gagne énormément. Absolument. Autre point rapide, c'est évidemment la prise de décision. Plus vous explorez, plus vous êtes soumis finalement à des prises de décision qui doivent être rapides, contextuelles ou situationnelles finalement. Donc il faut en avoir à la fois l'autorisation, les mandats, etc. Et puis il faut aussi avoir le charisme, il faut aussi le courage de prendre certaines décisions. Et donc notamment quand il y a de la tension, de pouvoir prendre ces décisions, seul ou collectivement avec l'équipe, c'est également important. Or, on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, les prises de décision, notamment collaboratives, sous tension, en fait, c'est pas des modes de décision qui sont très bien expliqués, qui sont très bien utilisés et appris par des managers ou par des leaders. Et ça nous paraît être quelque chose qui est extrêmement important. Pourtant, c'est pas très compliqué. Et puis, dernier point, la prise de risque. Dépasser ses peurs, tu en parlais un petit peu tout à l'heure déjà, sortir de sa zone de confort, c'est évidemment absolument nécessaire. Et ça, c'est un travail quotidien, puisque la peur, elle est présente dans nos vies tous les jours et elle est utile. Elle nous évite plein d'accidents, plein de dangers, plein d'écueils. Cependant, il faut arriver à la dompter et à la dompter en équipe. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile parce que là aussi, elle s'exprime de manière contextuelle ou situationnelle, de manière très hétérogène. Donc, j'imagine que si vous avez vécu aussi, Nicolas, et travaillé sur ces aspects-là. Oui, bien sûr. Et puis, j'ai envie de rajouter que le risque est inhérent à l'exploration d'une certaine manière, mais je pense qu'il faut militer pour un risque fécond.
c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de l'irresponsable, mais une prise de risque qui soit raisonnée, raisonnable. En exploration, on essaie de minimiser les risques. On n'est pas des têtes brûlées. Le but du jeu, c'est quand même de rester en vie et en bonne santé. Et donc, ce que j'ai envie peut-être de préciser, c'est que le rapport au risque, il évolue. Un exemple, c'est que quand on fait de la montagne, en alpinisme, etc., on voit des gens qui font des choses incroyables et on se dit, mais ils sont complètement fous, ils prennent des risques inconsidérés. En réalité, c'est juste que ces gens-là vivent dans ces circonstances-là et qu'ils ont une tolérance au risque qui a beaucoup évolué par rapport à quelqu'un qui ne ferait jamais d'alpinisme. Et donc, je trouve que c'est intéressant de considérer que nos peurs, en fait, on est en capacité de les dompter ou de les fréquenter, en tout cas de danser avec, pour petit à petit se familiariser avec cette notion de prise de risque. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être une tête brûlée ou d'avoir zéro stratégie. Au contraire, c'est plutôt de minimiser les risques, mais de prendre les risques féconds qui sont source de déploiement et potentialisants pour l'entreprise ou le collectif. Et en filigrane, vous l'avez certainement perçu, mais dans un certain nombre de ces solutions-là, on a parlé de ce qu'on appelle, les guillemets, intelligence émotionnelle. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est d'être connecté à ses émotions et d'abord de savoir quelle émotion, de pouvoir nommer les émotions qu'on ressent, hein, qui est quand même la première des capacités, et qui n'est pas si facile que ça. Et qui, évidemment, dès lors qu'on a pu la nommer, on est capable de l'exprimer. Sinon, de toute façon, ça va s'exprimer, la peur s'exprimera, mais d'une manière totalement inconsciente, hein, par du comportement erratique, par de l'agressivité, par tout un tas de choses. Et c'est vrai dans un certain nombre de choses. Et donc, c'est évidemment un élément important. Hein, quand je vois beaucoup de démarches sur l'intelligence émotionnelle, je trouve ça super. Mais si c'est pour rester au niveau du test, ça ne sert à rien. Il faut inviter les gens, en fait, à nommer les émotions pour qu'ensuite, ils puissent les utiliser. J'utilise oui, le terme utiliser parce que c'est vraiment celui-là. Et je pense que c'est 80% des problèmes en entreprise, des conflits, etc., qui trouvent leur origine dans justement cette difficulté à nommer les émotions et à jongler avec, plus que des histoires de compétences techniques. En fait, généralement, les gens sont bons. C'est plus c'est comment ils gèrent cette dimension émotionnelle. On n'a pas appris, en fait, à l'école ou dans nos études en général. Même dans la vie, dans la culture, c'est pas là. Hein. Absolument. Alors, si on résume un peu, finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'exploration, c'est une forme de collaboration qui est mature. Voyez, on parlait d'intelligence émotionnelle, on parlait d'authenticité, on parlait de communication, finalement. Une communication qui est assez dense, qui est assez développée et qui va permettre de collaborer, de travailler ensemble. Donc, une collaboration mature, adaptée à un contexte de changement permanent et puis génératrice d'engagement. Et la question, pour nous, qu'on entend bien hein, chez un certain nombre de nos clients, c'est et qu'on leur pose, c'est combien et comment vous investissez dans la collaboration aujourd'hui. Elle est fondamentale, cette question, parce que c'est, à mon sens, une des clés, voire la clé principale de la possible performance des organisations aujourd'hui. C'est le cœur, en tout cas, d'un certain nombre de demandes, de la plupart des demandes de nos clients. La manière dont on a d'y répondre, nous, je vous ai mis quelques éléments là, quelques offres que nous, on propose là-dessus, sur un modèle de collaboration, sur des ateliers ou de séminaires de mise en mouvement, pour comment apprendre à créer et entretenir le mouvement, sur la réparation d'équipes également, parce qu'il y a des équipes abîmées qui ont besoin, sur des séquences de prise de conscience. On le voit pour des codir, parfois, on est sollicité pour les amener en fait, à prendre conscience de certaines choses et ensuite décliner. Évidemment accompagner les projets de changement culturel et puis accompagner cette impulsion, appropriation, c'est-à-dire qu'il y a une démarche dans les changements qui est vraiment importante, qui repose sur cette double détente d'impulsion, puis ensuite de l'appropriation, puis ensuite de l'impulsion, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez que nous éclairions? C'est le moment. On a quelques instants justement un peu privilégiés d'échange, donc n'hésitez pas, ça va être le bon moment. On est à votre écoute dans le chat. Et pendant que vous réfléchissez à votre première question, j'avais envie de dire, Serge, que la dimension d'anticipation est clé. Tu disais tout à l'heure que souvent, on était appelé un peu en mode pompier. Et toutes les solutions que tu évoques, je trouve qu'elles sont d'autant plus pertinentes qu'elles ont été anticipées.
et qu'elles permettent justement de ne pas arriver en mode gestion de crise au cœur du cyclone, mais d'anticiper un petit peu tout ça. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a une vraie stratégie collaboration à mettre en place dans les entreprises, mais qu'il n'y a pas encore la prise de conscience dans un certain nombre voilà, enfin, chez les clients, en tout cas, qui nous consultent, on ne voit pas cette prise de conscience-là. Pourtant, il y a un vrai axe de travail à engager. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. On doit être super clair, alors c'est super. N'hésitez pas à nous le dire. Vous êtes super clair, c'est super intéressant, ça fait toujours plaisir. Il y a Karine tout à l'heure qui nous a dit ça. Tout est très clair, merci. Donc merci à Karine pour son petit message. Moi, j'ai envie du coup de poser une question, hein, si vous n'avez pas, mais est-ce que dans vos entreprises aussi, vous avez cette dimension d'exploration qui est présente déjà, ou bien c'est quelque chose qui vous semble très novateur ou embryonnaire? Moi, ça serait aussi intéressé en fait de savoir ça parmi les gens qui nous écoutent, qui étaient a priori intéressés par cette thématique, s'ils ont pris de leur temps précieux pour venir réfléchir avec nous. Alors pour ceux qui réfléchissent ou qui écrivent leurs réponses, en attendant, on organise une masterclass sur cette question, comment développer une collaboration mature, hein, pour permettre notamment l'exploration et le développement de l'engagement. Donc, ça sera en juin. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il y a un bouton en bas de votre écran. Il faut scroller un petit peu en bas pour pouvoir demander des informations sur les masterclass et les meet-up. Et puis, on vous enverra les informations. C'est en nombre de places limitées sur un sujet précis, donc un cas réel, et sur lequel il y aura donc une mise en pratique et un partage avec les personnes qui seront présentes pour créer une solution face à la problématique au cas réel qui sera donné. Voilà, et c'est sur 2 heures, 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie parfois, mais voilà, on compte plutôt 2 heures. Voilà. Et puis, pour ceux que ça intéresse, on organise une masterclass mardi prochain sur comment lancer une transformation culturelle également avec Audrey. Voilà, il reste 1 ou 2 places, je crois. Voilà. Et puis, écoutez, si vous avez aimé, prenez 1 minute, s'il vous plaît, pour remplir la petite appréciation de Webikeo à la fin de ce séminaire, pour nous donner quelques étoiles et nous faire des commentaires. Hein. 5 étoiles si vous êtes content. Inscrivez-vous à nos masterclass. On vous accueillera avec joie. Et puis, vous pouvez nous suivre également. Il y a un bouton en bas pour nous suivre sur LinkedIn. Et puis, vous pouvez vous abonner également à notre chaîne Webikeo pour suivre et voir l'ensemble des replays de nos webinaires ou des webinaires futurs. Oui, j'allais te poser cette question, Serge, justement, pour les gens qui veulent te contacter, nous contacter, comment on fait concrètement? C'est LinkedIn la solution? Non, vous avez le petit bouton sur les masterclass, vous cliquez dessus, ouais. Et puis on récupérera donc votre nom, votre adresse mail, et il faudra le renseigner, et ensuite on vous tiendra informé de l'ensemble de nos activités. Voilà. Et si vous avez une question en particulier, vous pouvez bien entendu nous l'adresser pour que nous puissions prendre quelques minutes pour vous répondre sur un cas concret chez vous. Voilà. Écoutez, Nicolas, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis également. Belle journée à vous, et puis à très bientôt, j'espère, pour une masterclass ou pour un de nos webinaires, ou pourquoi pas au téléphone si vous avez un sujet à traiter ensemble. Belle journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.